La Compagnie des Glaces, tome 2, chapitre 4. Dans les quelques jours qui suivirent l'installation du zoo à River Station, les pirates inconnus attaquèrent un convoi de combustible. Avec une audace incroyable, l'énorme locomotive surgit non loin du champ de bataille, paralysa un train de 50 wagons-citernes et disparut avec son butin. Le tout en moins de 2 heures de temps et dans une gare de triage gardée par une centaine d'hommes de la sécurité. La compagnie dut laisser les journaux et la radio s'étendre à leur guise sur l'événement. Le vapeur pirate, la locomotive du diable, le mastodonte d'acier, comme l'appelèrent les journalistes, suscita dans l'opinion publique une sorte de curiosité morbide. On ne parla plus que de cela. Après avoir laissé les médias délirer, la compagnie fit publier un communiqué dans lequel elle affirmait que les pirates n'étaient autres que des ennemis infiltrés, des francs-tireurs organisés en commando et que désormais tout renseignement permettant de les arrêter serait récompensé par une forte prime et une décoration honorifique. Nous assistons à la naissance d'une sorte de patriotisme préfabriqué par la compagnie, déclara l'ex-lieutenant Skoll. Plus tard, il y aura un nationalisme de la compagnie, puis du chauvinisme. Le gouverneur Sadon convoqua une nouvelle fois Armern, le directeur du zoo. Le petit homme revint assez excité de cette nouvelle rencontre. Sadon m'a laissé entendre que si Lien Rag allait le trouver, il lui donnerait des précisions uniques sur Unfung. C'est un piège, répliqua Skoll, sans réfléchir davantage. Ça mérite réflexion, dit Lien. Le gouverneur possède dans son palais une bibliothèque exceptionnelle. Je n'ai pas eu le temps d'en faire un inventaire précis, mais je suppose qu'il a pu retrouver des documents uniques de Unfung. Car avais-tu un faible pour sa fille se moqua l'ex-lieutenant. Il ne s'agit pas de cela. En fait, Lien n'avait jamais été amoureux de Floa Sadon. Il avait été fasciné par l'érotisme qu'elle dégageait. Mais une seule femme conservait une place privilégiée dans son esprit, Yeuse, la danseuse du cabaret Mitty. Il ne l'avait jamais revue depuis qu'il était devenu un dissident contraint à la clandestinité. Il ne voulait ni la compromettre, ni risquer d'être pris en essayant de la rencontrer. Elle devait être sous surveillance étroite. La sécurité avait dû placer un ou plusieurs de ces hommes dans le personnel du cabaret itinérant. Parfois, il apprenait que la troupe se produisait à Grand Star Station, ou dans une ville voisine. Comme il lui avait promis, il lui avait fait parvenir un exemplaire de La Voix oblique d'Unfung. Il aurait aimé savoir ce qu'elle en pensait. Toute la nuit, il réfléchit à la proposition du gouverneur, et le lendemain, il informa Skoll de son intention d'accepter la rencontre. Son ami se montra d'un très grand froideur, mais ne tenta pas de le dissuader. « J'espère que tu prendras toutes les précautions voulues. »« Oui, je vais me rendre à Cross Station. C'est un centre d'élevage et un marché-gare pour la viande sur pied, principalement des rennes. Je ferai demander à Sadon de me rejoindre là-bas, seul et incognito. Nous verrons bien. Et si tu tombes entre les mains de la sécurité ? Je possède de quoi mettre fin à mes jours. » Armen lui signa un ordre de mission, de chargement, d'acheter de la viande impropre à la consommation humaine destinée aux animaux du zoo. Il emprunta un train de voyageurs et se retrouva dans un wagon vétuste, très mal isolé du froid. Les voyageurs s'emmitouflaient dans des vêtements de fourrure bon marché, mais la température restait basse. De plus, le convoi était soumis au régime commun des arrêts prolongés, des détours compliqués pour laisser la priorité au convoi militaire, au lococar des hautes personnalités. Lien se souvenait que, dans le temps, Floa Sadon possédait un lococar de luxe doté d'une boîte noire qui lui donnait tous les droits. Dans le train, on vendait une sorte de thé bouillant, en fait une eau chaude à peine parfumée, de la mauvaise vodka que les gens absorbaient en quantité incroyable. Dans les petites gares du parcours, celles qui ne possédaient pas de dômes prestigieux, mais des verrières souvent en mauvais état, on pouvait se procurer un peu de nourriture. Depuis longtemps, Lien n'avait pas eu l'occasion de rencontrer les gens du peuple et redécouvrir leur vie misérable. La majorité des sujets de la compagnie logeaient dans des wagons réduits, très mal chauffés et très mal éclairés. Ils ne pouvaient se procurer qu'une nourriture sans goût et sans variété, de la viande congelée, du pain et du germe de blé pour lutter contre le scorbut. La majorité de ces villages ou petites villes disséminés sur le parcours n'étaient habités que par des mineurs. Pas un travail continu et exténuant, ils arrachaient à l'ancienne surface des ressources que la nouvelle ère glaciaire avait recouvertes. Les puits de mine traversaient cette couche qui pouvait varier de quelques 50 mètres à plusieurs kilomètres selon les endroits. Par exemple, dans une bourgade qui portait le nom de Auto Station, on avait retrouvé un véritable filon.
toute une masse de ces anciens véhicules automobiles qui circulaient autrefois en toute liberté, sans la contrainte des rails, avec des moteurs à explosion. Les gens à cette époque pouvaient aller où ils voulaient. Il suffisait qu'ils empruntent un réseau de voies appelé route. Ils avaient vu des films montrant que la circulation était très importante. Il existait déjà des embouteillages insensés. Autostation n'avait pas été créé au hasard. La bourgade se trouvait à hauteur d'une ancienne ville d'Allemagne, Hambourg. De cette ville, lors de la Grande Panique, les gens avaient voulu fuir vers le sud en bateau, ces vaisseaux naviguant sur les eaux, en train ou en avion, les autres véhicules se déplaçant dans les airs. Des milliers, on disait même des millions d'automobiles avaient été abandonnés dans Hambourg en quelques jours. Un entassement monstrueux dans les rues, les places et même dans la banlieue. Au début, la municipalité, toujours d'après ce qu'on en disait, faisait enlever les autos par d'énormes engins. Puis, d'autres engins s'étaient contentés de les repousser en tas gigantesques, en collines de ferraille. Le port avait même été rapidement rempli et bientôt les bateaux n'étaient plus revenus. Les trains non plus, ainsi que les avions. Les gens avaient fui à pied, puisque les autoroutes et autres moyens de locomotion étaient engorgés par les voitures. Les automobiles étaient découpés sur place. Différents métaux séparés avant d'être remontés à la surface par des puits de 800 mètres de profondeur. Ces mêmes puits, grâce à un système de ventilation, permettaient de chauffer le petit cité minière. L'air allait se réchauffer au fond avant d'être filtré puis diffusé sous la verrière. Les mineurs étaient assez bien payés, mais leur travail était épuisant. Yen put voir des trains entiers qui étaient remplis de ferrailles diverses. Il s'était toujours passionné pour le passé. Du temps où il était glaciologue, il avait souvent atteint l'ancienne surface du globe, découvert lui aussi des engins extraordinaires que les hommes de ce temps-là affectionnaient jusqu'à la passion. L'industrie n'étant pas toute entre les mains d'une seule compagnie, ils avaient découvert qu'elle avait des marques différentes et se souvenaient de mots assez extraordinaires. Mercedes, Renault, Fiat, Ford, Toyota. Mais vers la fin de cette civilisation de gaspillage intense, les formes de ces véhicules devenaient presque identiques. Les tapis roulants déversaient directement dans les wagons des morceaux de carrosserie, des ailes, des capots, des roues. Il y avait des piles impressionnantes de pneus que l'on refondait pour en faire du caoutchouc et aussi du carburant. Il y avait le tissu, le cuir, le plastique que l'on récupérait, du moins quand plus de 250 années de congélation leur conservaient encore leur qualité. Mais on avait trouvé un procédé spécial pour les rénover dans 50% des cas. On ne retenait pas que des morceaux d'automobile, mais également du bois, du pétrole et du charbon. La ville de Hambourg possédait des réserves énormes de combustible à cette époque-là. Elle était un très grand port. On dépeçait aussi de vieux cargos qu'on y avait trouvés. Le kiosque à journaux vendait de stupéfiantes cartes postales. Les galeries d'exploitation suivaient la tracée des anciennes rues et avenues. Certaines maisons paraissaient intactes malgré le tassement subi par la pression des glaces. En certains endroits, la glaciation, plus lente, plus régulière, avait conservé des quartiers entiers de la ville, et l'une des cartes postales intriguait fort Yen avec ces objets curieux inclus dans la glace. L'ancien quartier de la prostitution, précisait la légende. Yen, en découvrant des verges postiches et des mannequins féministes très réalistes. L'omnibus reprit sa route vers Cross Station, mais il apparaissait d'ores et déjà comme certain qu'il ne l'atteindrait pas avant le lendemain matin. Vers 10 heures du soir, il fut immobilisé sur une voie de garage d'une petite ville nommée Gas Station. La locomotive fut détachée pour être dirigée ailleurs. C'était assez fréquent depuis que la guerre devenait chaque jour plus destructrice. La dernière fois, nous avons attendu 2 jours qu'on veuille bien atteler une autre, dit une dame assise en face de Liane. Elle aurait dû normalement descendre à la prochaine halte, à moins de 50 km. Dire que je suis à moins d'1 heure de chez moi. Prenez une draisine, conseilla un soldat en permission. C'est trop cher pour ma bourse. Si nous étions plusieurs, ajouta le soldat en regardant les autres passagers, nous diviserions la somme. Mais il n'eut aucun succès. Yen descendit sur le quai et se dirigea vers l'unique restaurant, une gargote installée dans un wagon délabré. On lui servit de la viande et une bouillie de blé avec de la bière trop âcre pour être bu sans y ajouter de l'eau. Il apprit que tous les locaux de Gas Station avaient été réquisitionnés. Vous risquez d'attendre 2 jours et même plus, lui dit le serveur. Je peux vous vendre un bon sac de couchage de l'armée, 10 $. Il refusa, il n'avait pas beaucoup d'argent sur lui. Et si ce voyage s'éternisait, il aurait besoin. Le gouverneur, Sadon, risquait de s'impatienter si jamais il prenait encore du retard. Mais avec son loco spécial, il ne mettait que quelques heures pour rejoindre Cross Station. Gas Station n'avait pas une très grande activité.
On avait retrouvé de grosses réserves de gaz stockées par les anciens et on s'était contenté de brancher des pipelines dessus. Quelques dizaines de personnes suffisaient à l'entretien. À cause du danger, toute autre prospection sous-glaciaire était interdite et les gens vivaient assez misérablement du commerce et de la culture de céréales dans une ferme sous dôme installée tout à côté. Malgré le gaz, l'endroit n'était même pas bien chauffé et une fois revenu sous son wagon, Lien regretta de ne pas avoir acheté un sac de couchage. Il retourna au restaurant mais celui-ci était fermé. Tôt le matin, une petite locomotive vint prendre les wagons de l'omnibus, mais après quelques efforts désespérants, ne put tirer la totalité du convoi. Il fallut déménager, s'entasser dans les quelques voitures attelées, et enfin, l'omnibus reprit la route de Cross Station. Vers midi, il pénétrait dans le marché-gare à l'heure où les transactions étaient terminées. Des trains entiers de Rennes attendaient eux aussi dans la station. Malgré l'utilisation des wagons, on entendait les bêtes meugler désespérément, et pour se comprendre, il fallait presque crier. Dans une des brasseries, il fit un repas plus agréable que la veille. La viande était abondante, tendre, de bon goût. Les maquignons emplissaient tous les établissements. Il était surtout question de ces locomotrices qui se faisaient rares. Lien se précipita vers les hôtels pour avoir une chambre, mais la plupart étaient pleins. Il dut accepter de partager une cabine avec un revendeur de Rennes. Il alla ensuite téléphoner au gouverneur Sadon. Arlmern s'était chargé des modalités de la rencontre, et il n'eut qu'à indiquer en quelques mots rapides qu'il était arrivé au rendez-vous convenu. Même si la sécurité était à l'écoute, le minimum de risque avait été pris. À Sadon de s'arranger pour voyager sans se faire remarquer. Lien réalisa qu'avec le lococar prioritaire, il serait repéré tout de suite. Le soir, il se mit en quête de viande, d'équarrissage, mais apprit que désormais les services de l'armée la réquisitionnaient pour en faire de la nourriture pour les troupes. Il n'y avait pas 1 kilo de cette viande disponible. Il était déjà dans sa couchette lorsque le maquignon qui partageait sa cabine entra, à demi-sous, une bouteille de bonne vodka sous le bras. « Hé, l'ami, on va fêter ça !» Lien, de méchante humeur, aurait préféré essayer de s'endormir, mais l'autre se secoua sans se laisser rebuter. « Faut boire un coup, mon vieux, si vous voulez être d'aplomb. » Il lui passa la bouteille et Lien but une gorgée. Il faillit même s'étrangler. Le maquignon lui prit la bouteille des mains pour en descendre, sans reprendre son souffle, une bonne dose, presque le quart. Il se laissa ensuite tomber sur sa propre couchette, examina Lien avec des yeux glauques. « T'es pas du métier, toi ?»« Non, mais je cherche de la viande d'équarrissage pour un zoo. Il n'y a plus de viande d'équarrissage, on vend tout et on se remplit les poches. » Il sortit une poignée de dollars de chacune de ses poches et se mit à rire stupidement. Puis il regarda à nouveau Lien et bredouilla. « Il y a de la viande congelée, c'est ce qu'on remonte du fond, pas cher du tout. Il y en a qui en mangent. Certains ont été empoisonnés. C'est une viande qui a été 250 ans sous les glaces. Bah, vous pouvez toujours essayer. » Il finit par s'endormir. C'était vrai qu'on vendait au marché noir de la viande trouvée dans le fond, sous la glace. Soit qu'il s'agissât d'entrepôts frigorifiques de l'époque, soit que des troupeaux entiers se soient trouvés pris dans leur centre d'élevage. Il y avait eu plusieurs cas d'intoxication dans une petite ville du sud, sur le réseau du Méridien. Et on avait découvert que les habitants n'avaient eu que 50 mètres de glace à forer pour trouver une ancienne ville. Le malheur avait voulu qu'il débouche juste sur les anciens abattoirs. Le lendemain, il se réveilla le premier. Le beuglement des rennes avait fini par l'atteindre dans son sommeil. Lorsqu'il sortit, c'était encore pire, et les maquignons devaient entr'ouvrir les wagons pour leur donner de l'air, ce qui, en règle générale, était interdit par la compagnie. Installé dans un bar de la ville, Lien commença à attendre patiemment.